la suite du cours sur la nature, nous sommes et nous allons parler ici du bouleversement du concept de nature à partir de l'époque de la révolution scientifique, c'est-à-dire la révolution du XVIIe siècle, opérée par Galilée, par Descartes, ici un portrait de Galilée, célèbre portrait. Et vous allez voir combien Galilée et Descartes ont fait basculer complètement ce concept intuitif de nature qui aujourd'hui ne peut pas garder de pertinence pour nous autres modernes, hein, tant il a été bouleversé sur la science, découverte de la science. Alors, euh, autant la nature était définie par la finalité dans la conception intuitive, celle qu'Aristote développe, autant en fait la science moderne considère la nature comme un mécanisme. Et vous allez voir que cela n'a rien à voir. Donc petit 2, nature et mécanisme. En fait, c'est la scientifique. Il faut commencer par présenter son acte de naissance, je veux dire la découverte de la loi de la chute des corps par Galilée. Souvenez-vous, lorsque nous avions parlé de la chute des corps, je vous avais expliqué que l'idée intuitive que nous pouvons avoir sur ce phénomène, c'est que chaque corps tombe à une vitesse qui lui est propre, en fonction de sa masse, en fonction de sa forme, etc. Donc, on peut avoir l'impression, et c'est exactement la thématisation qu'en donne Aristote, le concept que donne Aristote, nous pouvons avoir l'impression que chaque corps a sa façon spécifique de tomber, que par exemple une feuille d'érable ne tombe pas de la même manière qu'une feuille de chêne, ou qu'une feuille de noyer, ou qu'une enclume, hein. C'est-à-dire qu'en fait, chaque corps a une façon de tomber qui lui est propre, hein, qui dépend en fait de sa nature. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment dans le concept intuitif de nature. Alors, justement, c'est ce point de départ qui est absolument faux, hein, dont Aristote va découvrir la fausseté. Donc Galilée va découvrir la fausseté. D'abord, premièrement, en fait, tous les corps tombent de la même façon. Hein, ce qu'Aristote va comprendre, c'est que en fait, la gravité s'exerce de la même manière sur tous les corps. Ce qui change, en fait, c'est la résistance du milieu. Je l'avais évoqué rapidement en cours, je crois. Songez au cas suivant. On prend deux mobiles, deux sphères de même dimension, l'une en plomb et l'autre en chêne. On les fait tomber toutes les deux dans l'air. Bon, dans l'air, il va y avoir un écart, un léger écart entre le moment, le temps de la chute du premier et le temps de la chute du second. Le plus lourd arrivera le premier. Maintenant, faisons la même expérience dans l'eau. On va voir que en fait, le mobile en plomb va tomber là encore le premier et que le mobile en chêne tombera bien longtemps après le second. C'est-à-dire que l'écart entre les deux temps de chute s'accroît. Maintenant, imaginons encore un milieu encore plus résistant que l'eau, imaginons qu'on les fasse tomber dans l'huile, eh bien le mobile en plomb tombera encore une fois avant le mobile en chêne, hein, mais l'écart sera encore plus significatif entre les deux. Et si on prend un milieu encore plus dense, comme par exemple le mercure, hein, eh bien cette fois-ci la bille en chêne ne tombera plus du tout au fond du récipient, et la bille en plomb tombera, mais là encore sa chute sera encore plus ralentie évidemment par le milieu. Autrement dit, plus le milieu est dense, plus la différence s'accroît, la différence des vitesses de chute s'accroît en raison de la différence de poids des mobiles. Donc, s'il n'y avait pas de résistance du milieu, alors on peut imaginer, on peut extrapoler que s'il n'y avait pas de résistance du milieu, la différence des vitesses de chute serait nulle, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on se plaçait dans le vide, la bille de plomb et la bille de chêne tomberaient à la même vitesse. Et en fait, dans le vide, une plume et une enclume tomberaient exactement à la même vitesse. C'est simplement le milieu qui les freine. En fait, la gravité s'exerce exactement de la même façon sur l'un comme sur l'autre. Il y a d'autres arguments encore chez Galilée pour prouver ce point, mais en concevant, si vous voulez, ce phénomène, Galilée a là une intuition absolument bouleversante, une intuition que finalement personne sans doute n'avait jamais eue avant lui, à savoir que finalement
le phénomène de chute est le même, quels que soient les corps, alors que jusqu'ici, tous les savants avaient toujours considéré que le phénomène de chute appartenait en propre de façon particulière à chaque corps en vertu de sa nature, hein. Et en fait, ce que Galilée va montrer, c'est que le phénomène de chute est universel. Et s'il est universel, alors cela veut dire qu'il peut être décrit au moyen particulière, il obéit à un principe général qui est le même pour tous les corps. En fait, cette notion de loi de la nature, pour les Grecs, c'était une contradiction dans les termes. Ces deux mots, loi et nature, pour les Grecs, sont deux choses qui sont complètement étrangères l'une à l'autre. C'est-à-dire que la loi est du domaine de l'humain, de l'artifice, et la nature est du domaine, au contraire, de la spontanéité. Or, les corps, justement, tombent spontanément. On n'a pas besoin de les forcer, on n'a pas besoin de loi pour les faire tomber, hein. Eh bien, Galilée va montrer en fait que c'est exactement le contraire, que l'on peut parfaitement, que l'on peut même mieux comprendre la notion de nature grâce à la notion de loi, hein, en décrivant des principes qui s'appliquent à tous les corps de l'extérieur. La pierre qui tombe n'obéit pas à sa nature, hein, elle obéit à une loi qui est extérieure à elle. Si les lois de la nature étaient différentes, la pierre ne tomberait pas, hein, voilà. Si les conditions étaient changées, la même pierre pourrait parfaitement ne pas tomber. Par exemple, si on était dans l'espace ou si on était dans des conditions de gravité différentes, hein. Euh, et le troisième point que développe Galilée, c'est que cette loi de la nature, elle est mathématique. On peut la décrire mathématiquement. Alors c'est ce qu'on a appelé mais vous le noterez facilement, la loi des carrés. C'est la première loi mathématique, la première loi physique moderne, hein, qui décrit en fait le mouvement d'un corps en chute libre. Alors regardez le petit tableau que j'ai composé ici. En fait, la loi des carrés est très simple. La loi des carrés explique que le mobile un mobile en chute libre, pardon, quelle que soit sa masse, quelle que soit sa forme, va tomber dans le vide. Les conditions après dans l'air sont différentes, mais dans le vide, un mobile en chute libre va parcourir des espaces qui sont proportionnels au carré des temps. Alors, cela signifie que si en une seconde, là j'ai pas mis d'unité, parce qu'en en fait il n'y a pas vraiment d'unité scientifique du temps de Galilée, ça n'existe pas encore, le mètre n'est pas inventé, la seconde, le concept même de seconde est encore extrêmement flou, hein. Donc imaginons voilà, des temps de chute égaux, on va dire que c'est des secondes. Si en une seconde le mobile a parcouru une distance 1, peu importe quelle est cette distance en mètres, hein, on va dire une distance 1. Eh bien, en 2 secondes, le même mobile aura parcouru 4 fois la distance, hein, c'est-à-dire le carré du temps. En 3 secondes, le même mobile aura parcouru 9 fois cette distance, c'est-à-dire le carré du temps, hein. En 4 secondes, 16 fois cette distance. En 5 secondes, 25 fois cette distance, etc., etc. C'est ça qu'on appelle la loi des carrés. C'est-à-dire qu'en fait, pour trouver les distances parcourues par un mobile en chute libre, il faut élever au carré le temps de chute, hein. Et en fait, la distance parcourue est proportionnelle au carré des temps. C'est là, alors Galilée fait des expériences pour le vérifier, mais en fait c'est surtout une démonstration mathématique, hein, qui lui permet d'atteindre ce résultat, de trouver la loi des carrés. Et en fait, c'est vraiment une illumination, c'est-à-dire que c'est la première fois que l'on comprend qu'un phénomène naturel qui semble aussi aléatoire que la chute d'une plume, la chute d'un caillou, la chute de ça, répond en fait à une rationalité mathématique. On peut le décrire mathématiquement, hein. Et c'est ce qui fait écrire à Galilée euh, dans L'Essayeur, un texte de 1623, le grand livre de la nature est écrit en caractère mathématique, c'est-à-dire que ce qui définit la nature, c'est qu'elle s'exprime mathématiquement, elle obéit à des principes mathématiques, hein. Voilà ce que les Grecs n'avaient jamais, enfin ce qu'Aristote du moins ne pouvait pas envisager, hein. Les mathématiques semblaient, comment dire, une description trop parfaite, une logique trop parfaite pour pouvoir coller à la réalité, qui est toujours approximative et aléatoire, hein. C'est là, encore une fois, vous voyez, une appréhension, une appréciation intuitive de la nature. Et la science va rompre complètement avec cette description. Alors, à partir du moment où on a compris que
la loi des carrés s'appliquait, est une loi de la nature, eh bien, on comprend qu'elle s'applique finalement à tous les objets, peu importe qu'ils soient naturels, entre guillemets, ou artificiels, peu importe que l'on parle d'un caillou, ou bien que l'on parle, je sais pas moi, de n'importe quel objet fabriqué par l'homme. Tous observeront la loi de la chute des corps exactement de la même façon. Autrement dit, euh, il n'y a plus de distinction entre le mouvement d'un corps naturel et le mouvement d'un corps artificiel, mais cela signifie du coup que un mouvement imprimé par l'homme va lui aussi obéir à la loi de la chute des corps. C'est-à-dire que si on reprend mon exemple tout à l'heure de distinction entre mouvement artificiel et mouvement naturel, eh bien en fait, lorsque je lance un projectile vers le haut, il va suivre la loi des carrés aussi. C'est-à-dire qu'il suit exactement la même loi de la nature que, je ne sais pas moi, un marron qui tombe de sa branche et qui atteint le sol, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de distinction entre le mouvement naturel et le mouvement artificiel. Autrement dit, un avion obéit à un mouvement qui est tout aussi naturel que celui de l'oiseau. C'est pas exactement le même mouvement, le mouvement de l'avion et le mouvement de l'oiseau, mais en fait, l'avion obéit exactement au même principe, aux mêmes lois de la nature que l'oiseau. C'est en vertu des mêmes principes que l'avion vole, même si c'est pas exactement de la même façon que l'oiseau. Donc vous comprenez, en fait, le concept moderne de nature signifie que, pardon, le concept moderne de nature ne désigne plus des phénomènes spontanés, hein, mais le concept moderne de nature euh, désigne le fait que tous les phénomènes obéissent aux mêmes lois. C'est-à-dire que le phénomène de nature n'est plus un concept exclusif, comme tout à l'heure, mais un concept inclusif, hein. Il n'y a plus d'un côté les choses de la nature et de l'autre côté les choses fabriquées par l'homme, hein. Dans les deux cas, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Donc tout est naturel. Tout est naturel, hein. Et c'est là un point absolument central dans la philosophie de Descartes, hein, Descartes qui est l'autre grand euh, initiateur de la révolution scientifique avec Galilée à la même époque, exactement à la même époque, hein. Descartes envisage par exemple, pourquoi pas, d'utiliser des mécanismes, des machines pour comprendre le fonctionnement des organes d'un être vivant. Et c'est ainsi que Descartes est le premier à avoir donné une description du mouvement du sang dans l'organisme, description d'ailleurs qui est en partie erronée, mais enfin, bon, peu importe, hein. Et il explique le mouvement du sang dans l'organisme en prenant exemple sur un soufflet dans une forge, hein, pour comprendre le fonctionnement des poumons et une pompe pour comprendre le fonctionnement du cœur. Et en fait, bon, même si en fait dans les faits sa description n'est pas exacte, c'est un détail après tout, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que ici il a l'idée que pour comprendre le fonctionnement d'un organe vivant, il faut se baser sur des phénomènes mécaniques, c'est-à-dire qu'il faut expliquer le vivant, le naturel, par le machinal, le mécanique fabriqué par l'homme, hein. Et c'est seulement en prenant en compte le mécanique que l'on pourra comprendre le fonctionnement de la nature. Alors c'est pour ça qu'il écrit ici cette citation un peu longue que je vous ai mise, qui est tirée du Traité du Monde de 1632. Par la nature, je n'entends point ici quelque déesse ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais je me sers de ce mot pour signifier la matière même. La matière même, autrement dit, en fait, tout ce qui est matériel est naturel. Alors là, vous voyez, c'est ça que je disais quand je disais que c'est un concept inclusif. En fait, tout ce qui existe appartient à la nature, hein. Il n'y a plus de bipartition, il n'y a plus la cloison étanche entre le naturel et l'artificiel, hein. La matière, c'est la nature. Il doit y avoir donc plusieurs changements en ces parties, et les règles suivant lesquelles se font ces changements, je les nomme lois de la nature, hein. C'est-à-dire que finalement, la nature bon, devient l'ensemble des règles qui régissent le mouvement, hein. C'est ça la nature, c'est plus une sorte de déesse qui commanderait les objets, qui leur dirait de tomber ou qui les ferait tomber selon leur nature propre, hein. La nature est en fait un ensemble de règles mathématiques, hein, qui expliquent le mouvement. La nature n'est plus un sanctuaire sacré. Alors j'utilise le mot sanctuaire parce que le mot sanctuaire signifie en fait une délimitation, hein, et la nature n'est plus un enclos, n'est plus un sanctuaire défini par sa propre finalité.
En fait, il n'y a pas de finalité, hein. C'est-à-dire que ce qui caractérise la nature, c'est qu'elle est mécanique, hein. Elle n'obéit pas à une finalité, elle obéit en fait à un mécanisme, hein. Et si bien que si l'on connaît ce mécanisme, alors nous pourrons l'utiliser à notre avantage, hein. Et c'est ce qui fait que la nature, comment dire, regardée par les anciens comme quasiment dans certains cas comme une sorte de divinité, va devenir en fait pour l'homme moderne un réservoir de matière disponible, hein. La nature, c'est la matière, c'est-à-dire celle qui peut servir de base à notre action, hein, la matière disponible pour notre action. La nature n'est plus le sacré, la nature est le disponible, ce que l'on peut utiliser pour notre avantage. Voilà. Alors, je vous laisse sur ces considérations. Nous allons poursuivre la réflexion dans la prochaine partie, dans la prochaine vidéo, hein, et nous reviendrons sur le problème de la nature et des normes. Voilà. Je m'arrête ici.